La musique dans le marketing, l'incarnation d'une marque par un artiste, la notion d'influence, pardon, d'ambassadeur, mais on va aussi parler communication plus locale. Voilà un petit aperçu de ce dont on va parler dans ce nouvel épisode de l'annonceur. Et on change un peu les règles parce qu'on ne va pas être du côté de la marque, mais du côté de l'artiste, puisque j'ai la chance de recevoir Romain Pic, fondateur de 47 Vues Mères, manager d'artistes marseillais. Salut Romain. Salut, c'est 73 Vumer, J'ai dit quoi? 47. 47, et ben 73, pardon. 73 Vues Mères, pardon. Excuse-moi. Je pense qu'on peut lancer le jingle et ensuite on fera un petit flashback. Feuille Blanche présente l'annonceur. Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à toi, Jules, pour l'invitation. On est chez toi à Marseille, au stade Vélodrome, pour les Media Days, donc, qui est le plus grand rassemblement des professionnels de la communication. Je propose, on aime bien commencer ce format par un petit flashback qui permet d'un peu plus connaître notre invité, Ok. avec la pub Doudou. Et puis je propose qu'on la lance et puis on en parle juste après. Parfait. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Quelle entrée épique. Pourquoi cette pub, Romain? Par rapport au slogan qui est associé, c'est l'audace et le talent que les autres n'ont pas. Et c'est une discussion qu'on a pu pas mal avoir avec un des gars que j'ai en management, Benoît Brun, qui a été rédacteur-concepteur pendant des années et qui aujourd'hui se consacre vraiment à la composition et à la réalisation musicale, et où on se remet très souvent en question dans nos process de démarchage, de création, de à quel point on respecte un brief qui nous est envoyé, à quel point on peut être essayer de faire quelque chose de nouveau dans le démarchage. Et on se posait la question à un moment donné, quand on n'arrivait pas à toucher nos cibles, à chaque fois de se dire, mais est-ce qu'on n'est juste pas trop gentil d'arrêter de cette fausse bienveillance pour avoir un contact, etc. Et donc c'est de se dire, bon, maintenant on sait ce qu'on veut, on l'a défini, on se l'a écrit, nos destins sont liés, outre que par le contrat de management, mais par une ambition commune. Bon, ben maintenant, ok, on s'est mis d'accord sur cette base philosophique-là, c'est que l'audace et le talent que les autres n'ont pas, ben viens, on va chercher ce talent-là et on va se mettre en avant de cette manière, avec telle ambition, etc. Et ça m'a marqué parce qu'il me l'a rappelé comme pub, et c'est quelque chose qu'on se redit très souvent aussi, donc c'est ce petit lien-là qui est intéressant. Il y a aussi un lien, c'est que Oxmo Puccino a collaboré avec Nike pour cette pub. Ça tombe bien, c'est un peu ce dont on va parler à présent. Je te propose qu'on revienne là dans l'instant présent et qu'on fasse un peu le focus de ce que tu fais aujourd'hui, juste après ce petit jingle. Arrêt sur image. Romain, donc je le disais, 73 Vues Mères, 73. 73 Vues Mères. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? 73 Vues Mères, c'est une société de management que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans aujourd'hui, qui était déjà dans un premier temps pas du tout mature, parce que je l'étais pas du tout et je le suis pas encore totalement dans cette industrie-là. J'ai 25 ans, je cartographie plutôt l'univers qui m'entoure déjà dans un premier temps, avant de vraiment lancer quelque chose et de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus poussé. J'ai aucune prétention aujourd'hui d'être qui que ce soit, juste je fais ça à mon échelle et après on voit comment ça prend. Je continue mes études à travers ça et je continue d'apprendre. Donc c'est une société de management d'artistes qui aujourd'hui, je me concentre vraiment sur du management sous contrat. On n'est pas sur de la presta, sur du conseil à l'heure comme ça a pu l'être à un moment donné. On est vraiment sur des destins liés, on va dire, en ce sens. Donc j'ai quatre artistes, Hermano Salvatore, qu'on peut connaître à travers les Rap Contenders notamment, et aujourd'hui on travaille vraiment sa carrière solo. Benoît Brun, donc que j'ai cité en intro, qui est lui pour le coup est vraiment pianiste et qu'on vend comme le pianiste des émotions, et qui est réalisateur musical, compositeur, qui
fait beaucoup de musique à l'image aussi, qui travaille avec une boîte de prod qui est là aujourd'hui et qui participe à nos conférences. Et après, j'ai Thomas et Viking qui, chacun dans leur individualité, sont compositeurs rap. Viking a composé pour Jul, Fianso, il a fait de la synchro et de la musique à l'image aussi. Et à eux deux, ils développent un projet de musique techno. Donc je les accompagne et dans leur individualité, mais également sur le projet techno. Donc ce qui est intéressant, parce que c'est pas du tout une esthétique que de base j'écoute, mais qui me font découvrir. Donc moi, je leur fais découvrir un peu le monde professionnel qu'il y a derrière. Et c'est vraiment cette synergie-là qui est intéressante, d'autant plus d'avoir aussi 2 compositeurs rap qui peuvent travailler et recevoir aussi, enfin travailler et faire travailler des gars que j'ai aussi dans le catalogue. Tu parles d'accompagnement concrètement. Toi, Ouais. ton rôle dans cet accompagnement-là, enfin, ça consiste en quoi? Je suis accompagner un l'administratif. Ok. Des gars, honnêtement, au début, je voulais faire beaucoup de choses, les aider sur le développement de manière générale, mais que ce soit pro, perso, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, qui est passionnant, mais qu'on délaisse à un moment donné Ouais. parce que déjà, j'ai 25 ans, la plupart des gars que j'ai ont plus de 35. Donc, c'est pas les mêmes réalités de vie. Je peux pas parler de choses que je connais pas. Ils ont des gosses. Quand moi, la répète, elle finit à 17h. Je me dis, mais les gars, on pourrait continuer jusqu'à 21h et gagner vraiment du temps plutôt que de faire 6 répètes dans la semaine. Ouais. Mais en fait, il y a des réalités que juste j'ai pas. Donc, pas qu'on s'entend pas, mais à un moment donné, il y a des croisements où la gestion du temps, de la vie de famille, la vie sociale, etc. est totalement différente. Donc là, moi, mon objectif vraiment à 1 an, c'est être le meilleur admin pour eux, que leurs droits soient collectés en bonne et due forme. Enfin, quand je dis admin, c'est aussi un peu développement commercial, c'est développement commercial admin, c'est-à-dire apporter les affaires, mais être en capacité de les structurer derrière. Si tu es très bon pour vendre énormément de dates, mais que derrière tu sais pas ce que c'est un contrat de session, tu sais pas gérer les cachets de tes gars, tu sais pas gérer leur congé, gérer la technique, etc., ça sert à rien. Donc vraiment, mon travail, c'est un rôle très chiant de tableur Excel et de fiches techniques, mais moi, c'est vraiment ce qui me passionne, et surtout de voir des aboutissements. Là, quand on parle d'actualité chaude, demain, on part à Nice faire la première partie du GoTSR au théâtre Lino Ventura. Après-demain, on fait encore sa première partie au Moulin, qui est sold out. Donc c'est des beaux accomplissements quand on se dit mais ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, et encore plus un accomplissement d'équipe, parce que du coup Hermano avant montait vraiment en DJ MC sur scène, et aujourd'hui il y a Ben au piano derrière, on a vraiment toutes les reprises des morceaux quasiment organiques, et Thomas qui est sur la partie plus numérique en mode DJ, back et pad. Ok. Donc c'est vraiment intéressant aussi de vivre ça, de se dire bon les gars, on s'est assez structuré aujourd'hui, on s'est assez entouré mêler, pour que tout le monde se rejoigne sur un seul et même projet, même si chacun a ses individualités, mais d'avoir des accomplissements comme ça en fin d'année, après 1 mois et demi après avoir sorti un projet, on a encore une date en janvier, on enchaîne, et ça fait plaisir en accomplissement. Et si on parle de choses concrètes, ben moi, ça va être du démarchage de la personne qui va nous caler en première partie ou caler la première partie, gérer la partie contractuelle, la partie négociation, la partie accueil artiste, et la partie publique qu'on va gérer, la partie communication. Et après, je vais être un peu le point central des échanges entre la salle et les artistes. Et c'est ce qui est généralement le cas dans toutes les relations. C'est je suis le pare-feu de l'artiste vis-à-vis de toutes les relations, même si c'est des relations parfois metteurs en scène, etc. On est au Media Days là, à Marseille aujourd'hui. Ouais. Tu sors d'une intervention à l'instant là. Justement sur ce sujet, c'est quoi la place des artistes aujourd'hui dans la communication? Quel rôle, qu'est-ce qu'une marque vient chercher chez un artiste aujourd'hui? Alors c'est une question vraiment en poupée russe. Je pense qu'il y a énormément de questions de réponses selon les échelles de l'artiste, les échelles de la marque, les ambitions. Déjà, quand tu vois les niveaux de collaboration, est-ce qu'on est sur une collaboration simple? Est-ce qu'on est sur un ambassadeur? On est sur quelqu'un qui est sponsor, etc. Je pense qu'il y a vraiment plein d'échelles. Si on parle aujourd'hui des 2 conférences nous qu'on anime, et ce sur quoi on peut parler, c'était déjà la conférence 1, c'était cibler des publics déjà acquis, comment les artistes musicaux peuvent être un levier dans une campagne publicitaire. Ouais. Donc ça, c'est de se dire comment on va travailler encore une fois de plus en poupée russe avec le public que l'artiste a, le public que la marque veut cibler, et ensemble, quel peut être vraiment l'impact d'une campagne. Et on t'en parlera avec Pierrick, mais notamment cette campagne avec Jul, l'OM, etc. Et de savoir déjà rien qu'en organique ce que ça a fait. Et c'est important de parler de l'organique, de dire on a vraiment bien réussi la collaboration à tel point que même les 2 communautés accumulées, on n'en est pas à l'acquisition de l'organique, ce qui est quand même fou. Et donc ça, et la conférence de cet après-midi, c'est plus culture locale versus culture de marque, où justement comment une marque va chercher des déclinaisons dans du local pour pouvoir acquérir des publics au local, pour ensuite cartographier un espace beaucoup plus grand et nationalisé. Et on aura une approche surtout cet après-midi assez socio-linguistique, parce qu'on aura un intervenant, Médéric Gasquet-Cyrus, en ce sens. Okay. Comment on va utiliser des mots locaux
pour avoir cette identité locale-là, mais pas la diluer au national, mais que le national s'identifie quand même. Ouais. Donc, tous ces enjeux-là de dire, demain, tu prends Jul, qui, oui, a l'identité marseillaise, mais est très bien compris au national. Mais par contre, si tu prends un autre artiste au local, est-ce qu'il va parler au national? Est-ce qu'il va être trop marseillais dans l'esprit national? Est-ce qu'il va pas l'être? Et donc, du coup, tu vas parler sur ton local, mais ton national, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu toutes ces grilles de lecture-là qu'on va aborder. Je vois le temps qui file, on pourrait en parler des heures, mais malheureusement, il faut qu'on avance un peu. Oui. Là, j'ai envie qu'on fasse un peu le focus, du coup, cet aspect commercial, communication, marque et artiste. Oui. C'est des choses aussi que toi, tu dois gérer, Oui. j'imagine, avec les artistes que tu représentes. Je t'ai demandé de sélectionner une campagne, un projet mêlant un de tes artistes et une marque qui a un peu top, voilà, qui a bien marché récemment. Je te propose qu'on en parle juste après ce petit jingle. C'est quoi cette fameuse campagne? Cette fameuse campagne, c'est lui, parce que à notre échelle, on n'a pas eu des masses, mais c'est la campagne Uber et Hermano qui n'est plus forcément disponible, enfin qui est disponible sur la page Uber France, qui était donc dans le cadre de l'émission Backseat is the New Backstage, où grosso modo il y avait 2 contenus à produire. C'était un freestyle à l'arrière d'un Uber et ensuite montrer les dynamiques et les mouvements créatifs d'Hermano au sein de la ville de Marseille. Qui était une campagne intéressante dans la communication, de savoir comment nous, on l'a pensé en avance, comment eux, ils voyaient un peu tout le storyboard et comment on s'est rencontrés, parce qu'on n'est pas les premiers de cette saison à avoir fait ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Je crois qu'il y a eu Nantes, Lille, Bruxelles, Paris, et donc vraiment que des villes du Nord, pour le coup. Et quand tu voyais les vidéos, ça donnait pas envie. Ça donnait... Même, ça desservait à l'artiste, je trouve, parce que tu avais que des paysages gris, en fait. Ouais. Ah là, ça m'inspire. Mais moi, dans ma tête, ça peut pas t'inspirer. Ça, eux, ça les inspire, oui. Comme quand Orelsan, il dit, je peux inspirer s'il n'y a pas le bruit de la pluie ou je sais pas quoi. Pour nous, c'est lunaire. Tout comme l'inverse, il y a aucun jugement et aucune hiérarchie, mais c'est lunaire. Et j'ai dit, mais en fait, et avec Hermano, ce qu'on a réfléchi, c'est dire, en fait, il faut les faire rêver aussi. Enfin, faut mettre en avant la ville, parce que la ville en elle-même inspire. C'est pas forcément des lieux. On peut pas dire que Hermano, il va se poser à la corniche pour écrire. Il est chez lui. Mais par contre, c'est le fait de vivre dans cette ville et tout ce qu'elle implique socialement, culturellement, professionnellement, qu'en fait, le soir, tu arrives à rentrer chez toi avec avoir toutes ces images-là dans la tête, toute cette positivité dans la tête pour le transmettre. Donc, on a fait un peu les lieux de touristes de Marseille, mais qu'on jugeait important de mettre en avant. On a fait le Vallon des Offres, la Corniche, la place Sébastopol, on a fait Notre-Dame, on a fait Cour Estienne d'Orve. On est allé aussi dans les quartiers nord. Je crois que c'est tout. Il y en avait vraiment quelques points d'arrêt, mais c'était vraiment montrer la pluralité et tout ce qui peut inspirer un artiste à Marseille. C'est ça, montrer vraiment la mer. C'était vraiment faire un contraste de couleurs avec les autres aussi. Même s'il y a plein d'autres lieux à Marseille qu'on connaît pas, mais qui peuvent être archi inspirants pour d'autres artistes. Mais c'était vraiment un peu ce parcours-là d'Hermano. Et le deuxième, donc ça, c'était vraiment la partie inspiration d'Hermano. Donc on a un peu fait une journée type dans ce style. Et le freestyle à l'arrière d'un Uber, c'était assez libre. Mais il fallait quand même parler. Je sais qu'on avait un wording pas défini, mais on avait une grille de lecture qui était parler du déplacement. Il fallait caler une fois Uber, je crois. Parler des inspirations et dire que en fait tu te téléportes tellement de lieu en lieu dans une ville, dans Marseille, que forcément ça t'inspire par rebond. Juste petite dernière question sur cette campagne. Les autres campagnes qu'ils ont fait dans les autres villes, c'était aussi avec des rappeurs ou c'était... Il y avait sur Paris, je crois que c'était Turtle White qui a fait Nouvelle École la première saison. Lille, je sais plus du tout, j'ai plus le nom, mais oui, c'était des rappeurs. Et après, c'était des campagnes qui, nous, à notre échelle, étaient folles dans le sens où déjà, c'était collaborer avec une marque à l'international, presque. Parce qu'on a pas mal échangé en anglais. La boîte qui gérait ça, donc déjà, c'était le Hello Good Morning avec 1 heure de décalage, était compliqué à gérer de mon côté parce que c'était une négociation en anglais, etc. Et surtout d'avoir toute la prod exé, locale, etc. Donc, c'était quand même un gros taf. Et eux, derrière, qui ont bien fait le taf pas sur de l'organique, parce que c'est pas le genre de contenu qui plaît aux gens. En fait, ça fait plus plaisir aux tiens. C'est-à-dire que quand on a publié ça, c'est quoi les retombées? Les retombées, honnêtement, pas énorme pour nous, si ce n'est de dire regardez, Uber voulait mettre en avant un artiste en développement de Marseille et c'était nous. Donc déjà, c'est un bon indicateur auprès des autres. Moi, ça alimente le dossier de presse, ça nous fait vivre une expérience, on est rémunéré.
ça nous apporte de la visibilité et ça, comme je te dis, ça fait plaisir aux tiens, dans le sens où tu vas avoir les rappeurs locaux qui te soutiennent, qui vont te soutenir encore plus dans les commentaires. Ça va apporter encore plus de proximité, de dire putain, c'était cool que c'est toi qui aies fait cette campagne-là. Et après, ça nous a apporté pas mal de visibilité dans le sens positif comme négatif, parce qu'Armano est beaucoup connu pour les rap contenders. Pas forcément pour son rap, c'est quelque chose qu'on essaye de changer où on galère vraiment, mais Uber a investi pas mal d'argent, je pense, sur de l'acquisition, et donc on a des reels qui ont fait 3 millions, 2 millions de vues, mais comme ils ont fait ça en dark post, en fait, t'avais plein de reels qui étaient partout, mais t'avais pas les mêmes commentaires partout, donc t'arrivais à voir les publics qu'ils avaient ciblés, là où d'un coup c'était très élogieux, puis d'un coup c'était c'est nul, pourquoi tu fais ça sert à rien, tu représentes mal la ville, etc. Donc à gérer aussi du côté artiste, de dire est-ce que, enfin, après on l'avait anticipé, on dirait à un moment donné on va se faire taper dessus, sache-le. Oui. Mais bon, toujours ce petit côté exposition qui est pas facile à gérer de temps en temps, quoi. C'est ça. On arrive à la fin. Donc j'ai un jingle. On a fait un jingle spécialement pour la fin, mais on a encore quelques petites choses à raconter. Je vous demande de vous arrêter. On va s'arrêter, mais on a encore 2 petites minutes. J'avais envie qu'on parle d'Étincelle. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est cette association ? Alors, Étincelle au pluriel, c'est une association qu'on a fondée avec Romane Ducrot, qui est du coup la trésorière de l'asso et j'en suis le président. Elle est juriste en propriété intellectuelle. Moi, j'ai la société de management et on s'est rencontrés autour d'un programme pédagogique qui s'appelle Musique et rhétorique. On fait de la sensibilisation et de la formation au métier de la musique et de la rhétorique. L'idée étant de déclencher chez les jeunes que nous accompagnons, essentiellement entre 16 et 25 ans, le pourquoi pas moi. Montrer vraiment une pluralité de métiers, une nébule, enfin de mettre un pied dans la nébuleuse de métiers des industries culturelles et créatives pour que les jeunes se disent pourquoi pas moi, j'aimerais faire ce métier-là, ça m'intéresse, ça me plaît, et même on a des changements en cours, c'est-à-dire que on aime bien faire des ateliers à l'année pour vraiment accompagner les jeunes et les suivre, pas juste faire quelque chose de ponctuel et les envoyer, enfin les jeter contre le mur, voir si ça colle. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut vraiment faire, quitte à faire du particulier et prendre du temps, mais vraiment accompagner les jeunes. Et tu vois, au début, on avait un groupe au Planda où il y en a 2 qui étaient rappeurs, un qui voulait faire un G100, l'autre qui savait pas trop. Et en fait, quand on arrive à la partie rhétorique et qu'à celui qui savait pas trop, il a rédigé son premier communiqué de presse, il dit c'est bon, c'est ça. Okay. C'est ça. Et donc du coup, c'est devenu un peu leur manager, la personne qui va gérer l'administratif. D'ailleurs, je ne parle qu'à lui dans le groupe WhatsApp. Et les artistes, c'est à toi de les gérer maintenant. C'est bon, ils sont lancés quelque peu. Et quand on dit sont lancés quelque peu, ils ont fait Talent Marseillais il y a moins d'une semaine. Ils ont fait le Dôme devant 2000 personnes, organisé par la ville de Marseille. Donc à 13 ans, c'est quand même pas anodin. Pas anodin. Je crois que les exposés derrière et le brevet, ça va être assez facile, je pense, en termes de gestion du stress et du public. Et donc voilà, nous on se positionne vraiment sur ça, sur un programme pédagogique fort qu'on travaille par déclinaison selon les clients et les structures d'accueil. Mais voilà, on veut accompagner les jeunes et surtout leur mettre à dispo des connaissances et du matériel qu'ils ne pourraient pas avoir rapidement, ou alors où on va leur mettre des freins périphériques. La rhétorique, c'est vu moins aujourd'hui, mais comme quelque chose d'élitiste, comme c'est une arme. Ouais. La rhétorique, c'est une arme, il ne faut pas que tout le monde l'ait non plus. Et c'est marrant parce qu'avec la directrice donc, de ce centre-là, elle dit en fait, les jeunes, il faut qu'ils aient une seule arme dans la main, il faut que ce soit la langue française. Et donc, on travaille vraiment sur ça, sur comment on va augmenter ton vocabulaire, dire ce que tu veux. À partir du moment où tu arrives à verbaliser ce que tu sais, ce que tu veux, la vie est beaucoup plus simple quand même, déjà sur tes émotions, sur tes relations sociales, sur tes ambitions, sur tout. Donc on travaille vraiment un peu sur tous ces aspects-là, et comme c'est des compétences assez transverses, à la fin des fins, même s'ils vont pas être managers, s'ils vont pas être artistes, quoi qu'il arrive, cette expérience-là, ils pourront s'en resservir à souhait. Dernière petite question, elle a vocation à grandir, cet asso ? Oui. Oui, honnêtement, en quelques mois, on a fait quasiment 10 ateliers par mois depuis qu'on est créé, donc ce qui est quand même pas un petit rythme. Non, et surtout qu'elle a vocation à créer dans le sens où on a un focus qui est sur les jeunes, donc de les accompagner au maximum et de leur apporter tous les intervenants possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'ils ont des artistes qui leur sont mis à disposition, ils ont des personnes qu'on avait en conférence qui leur sont mis à disposition aussi dans le cadre de masterclass ou d'ateliers pratiques. Enfin, ils peuvent composer avec Ben, qui est notre pianiste, qui a fait de la musique à l'image. Ils ont Pierrick Fratini aussi sur de l'écriture, sur de la communication. Donc, il y a vraiment tout cet aspect intéressant. Mais cet asso a la vocation aussi à apporter des modèles économiques périphériques à la création artistique, à des artistes du territoire. C'est-à-dire aujourd'hui, un artiste en développement sur de la distrib, sur de l'édition, sur de la production, il rapporte rien, si on se dit très clairement les choses. Par contre, comment je peux mettre une pression économique ailleurs que sur la création artistique, parce que du coup, ça impacte. Il faut qu'on sorte un projet tous les 3 mois, sinon on n'a pas notre roulement. Tu crées pas dans cette ambiance. Si ta boule au ventre, elle est financière sur la créa, en mon sens,
tu dérapes. Ouais, À un moment donné, tu vas bâcler un truc, tu vas bâcler un mix, tu vas bâcler une fin de phrase, tu vas pas retravailler cette maquette-là qui va dormir dans un disque dur 4 ans, alors qu'en fait, c'était peut-être ça. C'est vraiment de prendre le temps et donc de créer des modèles économiques annexes à tout ça et surtout apporter à tous les talents qu'on a à Marseille, tous les artistes, les intervenants possibles et imaginables, une rémunération juste et une reconnaissance de leur travail, même si on peut pas apporter un salaire à tout le monde. Au moins de la reconnaissance. Au moins de la reconnaissance et déjà des interventions ponctuelles pour leur créer. Enfin, tu vois, si un artiste vient et je sais pas sur une année d'atelier, il arrive à faire X euros et que ces X euros là payent de clips, très cool. Ouais. Très cool. Romain, merci. Merci à toi, d'avoir Jules. pris le temps. Écoute, j'espère qu'on va avoir encore l'assaut, donc étincelle au pluriel, grandir encore plus. 73 vues mère aussi. Merci et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Jules. Merci Romain.